Sunderlight Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, Tendance Ride. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tendance Ride. Je suis avec celui que j'aime appeler l'expert, notre docteur de la glisse à nous, Thierry Seret de l'agence Code Zero. Salut Thierry, merci d'être avec nous. Bonjour Mathieu, c'est toujours un plaisir d'être avec le Mordu. Alors aujourd'hui Thierry, j'aimerais bien qu'on parle d'un sport qui a émergé il y a à peine 2 ans, le wing. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le wing, ou je n'ai pas compris, on tient un kite directement dans les mains, pas de barre, pas de ligne, le kite, tout petit kite directement dans les mains, et en dessous on a un flotteur, une petite planche avec un foil. Perso, j'ai commencé il y a 1 an, je me régale. J'aimerais bien déjà pour commencer cet épisode que tu reviennes sur l'histoire de ce sport. Oui, bien sûr, je vais essayer, même s'il est difficile d'être précis en termes de date. Ce qui est sûr, c'est que c'est très récent. De mon point de vue, en tout cas me concernant, je pense que les premières images furtives qui sont apparues sur le net, c'était Sky Solback, qui était donc sur une petite planche dotée d'un foil et avec un truc bizarre entre les mains. Donc c'était surprenant à l'époque, je pense 2 ans, 2 ans et demi, grand maximum, peut-être 3, mais je situerais plus ça à 2 ans, 2 ans et demi. Alors moi je me souviens aussi des images que je voyais de Flash Austin, un rider qu'on avait déjà vu au tout début du kite, et on le voyait avec un petit wing galérer à Maui. C'était il y a 3-4 ans, on se demandait mais qu'est-ce que c'est que ce truc excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, non, mais je t'en prie, la précision était bonne. Effectivement, Flash Austin a fait partie de toute façon des pionniers qui, en kite, avec Lou Wenman et Elliot Leboe, qu'on fait l'histoire du kite. Donc, tout ça, c'est toujours un peu la même histoire. C'est-à-dire que c'est des gens qui, notamment sur le North Shore de Maui, mais d'ailleurs, rien ne prouve que les premières images de Sky étaient prises à Maui. Mais en tout cas, cette communauté qui était dans l'innovation permanente, cette communauté très, finalement représentatif de ce qu'a été l'histoire de la glisse, c'est des gens qui sont sur l'eau tout le temps et qui finalement inventent. Donc premières images de Sky Solback, on va dire, peut-être fin 2018, à tout casser. Donc une planche de surf ou une planche de kite, peu importe, ça ressemblait plus à une planche de kite avec un foil, et au lieu d'être tiré par un kite, on avait donc cette petite aile gonflable et plus de liaison entre la planche et l'aile, et plus de fil non plus, donc une aile tenue à la main. Alors il faut savoir qu'il y a une bonne trentaine d'années, il y avait déjà quelque chose qui ressemblait à ça. Ça s'appelait la Bird Cell, d'ailleurs. Il y avait un breton dont j'ai oublié le nom, qui avait lancé ça. Et puis il y avait aussi des expérimentations avec des choses qui ressemblaient à une wing dans les gorges de l'Oregon, pareil, je pense dans les années 90. Alors dans les gorges de l'Oregon, il y avait un lien qui ressemblait à un petit mât entre la planche et l'aile. Donc déjà à l'époque il y avait tout un tas d'expérimentations. Il faut savoir aussi que le foil sous une planche à voile date de milieu des années 90. Moi je me rappelle de Rush Randall à Hawaï à cette époque-là. Donc il y a eu toujours de l'expérimentation. Et la wing, finalement, c'est la suite logique d'un certain nombre de ces expérimentations. Donc on avait parlé, je crois, la dernière fois de Kyle Henny, quand il a commencé à faire du stand-up paddle foil. Et là, on s'est rendu compte que le foil était compatible avec de la basse vitesse, parce que je rappelle que le foil était finalement un outil qui permettait d'aller plus vite. Et là, on s'est aperçu avec Kai que le foil pouvait aller lentement, puisque finalement il suffisait que les ailes, le plan porteur qui était sous l'eau, et la forme pour être compatible avec un vol lent. Donc à partir de ce moment-là, ça a ouvert tout un tas de perspectives. Et puis il y avait aussi North à l'époque, avant que ça change de marque et que ça devienne Jotun, qui avait essayé le gréement gonflable de planche à voile, qui n'a pas finalement débouché vraiment sur un succès populaire, mais en tout cas il y avait cette notion que l'arrivée en tout cas de la technologie des ailes de kite donnait de nouveaux espaces d'imagination à ceux qui en ont, à ceux qui inventent. Donc d'un côté, on avait la technologie du foil qui permettait un vol lent. De l'autre côté, on avait la technologie de l'aile gonflable
Et puis petit à petit, ça s'est, on va dire, remixé. Les gens l'ont remixé et ça a donné l'idée du wing. Est-ce que tout ce qui est bird cell et les expérimentations sur ces petites ailes différentes d'un gréement de planche à voile leur sont revenues à l'esprit? La genèse exacte, je la connais pas. Toujours est-il qu'il faut bien se rendre compte que c'est l'addition de la technologie du foil qui a beaucoup progressé grâce au kite, et puis après qui est arrivé sous les planches à voile, et puis la technologie d'un côté du kite, et ce remix-là a donné naissance à ce qu'est ce qu'on appelle le wing foil. Tout ça, après, s'est accéléré, c'est-à-dire que tout le monde s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose là, et au début, ce qui aurait pu apparaître comme finalement une innovation un peu bizarre de plus, tout s'est emballé. Et on va dire que pour un sport qui a moins de 2 ans, d'un seul coup on a des marques qui se sont impliquées, on a des gens qui ont développé du matériel, et puis d'un seul coup c'est devenu une folie. Donc déjà, le développement du kite s'était passé très vite, même si on sait qu'entre la première idée des frères Le Gagnou, leur arrivée sur les semaines de vitesse, Weymouth, c'est ça, etc., milieu des années 80 jusqu'à vraiment l'émergence du kite, il s'était passé 15 ans, et entre 97 et 2000, et puis vraiment le moment où le kite a pris de l'importance, il s'était passé aussi un bon paquet d'années. Là, tout est en place, c'est-à-dire que les marques de kite et qui développent aussi du foil, là, elles avaient tous les outils en main, donc d'un seul coup, tout s'est accéléré, les riders s'y sont mis, tout le monde s'est rendu compte que il y avait vraiment un truc à tenter, et puis cette espèce d'énergie complètement dingue et qui parfois part dans tous les sens dans l'univers de la glisse. Là, tout s'est concentré et a fait que d'un seul coup, on a eu des wings sur les plans d'eau, des produits achetables sur Internet, et tout le monde s'y est mis en se disant waouh, c'est le nouveau jouet. Alors le wing, c'est un succès absolument phénoménal auprès des accros de glisse. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi un succès grand public comme a eu la planche à voile ou le stand-up paddle aujourd'hui? Alors au début, j'étais assez dubitatif. Bien évidemment, comme rider, comme passionné, je voyais ça avec, on va dire, une curiosité positive. C'est-à-dire, waouh, voilà, il y a un nouveau truc, qu'est-ce que ça va donner? Et forcément, c'était intéressant. Après, je sais très bien que le milieu de la glisse, dans lequel je baigne depuis très longtemps, est capable de partir dans des directions très innovantes parfois, et sans issue dans d'autres cas. Donc j'étais assez dubitatif. Et puis, les premiers signaux positifs sont apparus assez vite. C'est-à-dire que les quelques personnes qui avaient essayé, les quelques riders et tout, disaient c'est pas si difficile que ça. Après, moi j'ai la chance dans ce milieu de connaître pas mal de gens, donc je discutais avec Raphaël Salle de F1, je discutais avec Tanguy Debian de Foil & Co, et les remontées non seulement étaient positives, mais changeaient vite. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit, oui, les retours terrain, c'était, ça marche bien entre 20 et 30 nœuds, ça marche pas dans le petit temps et tout. Puis tout allait, les gens qui étaient impliqués dans le développement de matériel, leurs avis évoluaient vite. Et vite vers un espèce de statu quo qui disait, oui, on n'est pas au début de nos surprises, et c'est pas un sport forcément très accessible, mais c'est pas un sport difficile. Et puis, d'un seul coup, au lieu de 20 et 30 nœuds, ça pouvait commencer en dessous, le matériel progressait, les gens étaient enthousiastes. Il y avait aussi des signaux assez intéressants comme le fait que ça ne soit pas dangereux, le danger présent, un petit peu le risque que comporte le kitesurf avec les lignes et la puissance qui est des fois difficilement contrôlable, le fait que les ailes, c'est-à-dire les plans porteurs sous l'eau et les plans porteurs des foils, progressent très rapidement et permettent de voler très tôt. Souvent, c'est des riders très confirmés qu'on voit sur l'eau, donc je pense évidemment à Raphaël Salle qui a été un rider de haut niveau et qui est un développeur extraordinaire. Je pense à d'autres gens comme Richard Boudia qui développait et qui est évidemment un excellent rider. Donc on a toujours l'impression, ces gens-là donnent sur l'eau l'impression que c'est facile. Et j'étais pas dupe de ça. Et puis après, j'ai d'autres gens de ma connaissance qui ont débuté et qui m'ont dit c'est pas très dur. Donc ça c'était un point positif. On pouvait se mettre à l'eau à peu près n'importe où, alors que c'est pas le cas pour le kite. Donc ça passait
ça ne pouvait plus être qu'un gadget, et ça pouvait être vraiment une mouvance. Et puis on s'en rend compte aujourd'hui, on voit régulièrement des gens sur les spots s'essayer au Wing. Il y a des écoles, je pense à MFKite dans le sud qui donnent déjà des cours, il y en a d'autres aussi, il y a des gens qui ont acheté du matériel, etc. Donc l'effet gadget, non, on peut l'oublier. Après, ce qui pourrait nuire au développement du Wing, du Wingfoil, c'est que le matériel évolue trop vite et qu'on retombe dans les erreurs classiques de la glisse. C'est-à-dire que comme c'est très sexy de naviguer sur une petite planche, tout le monde veut acheter trop vite du matériel radical, et on commence à voir sur les spots des gens qui ont commencé avec des planches trop petites et qui ont des difficultés à passer les caps de progression nécessaires. On pourrait dégoûter les gens trop vite. Mais moi je crois que ça sera une composante des sports de glisse qui va durer. D'autant que c'est peut-être ce qui pourrait faire le lien avec le surf, sachant que le foil aujourd'hui intéresse les gens du kite, intéresse les gens du windsurf, mais pour l'instant reste hyper marginal dans le surf. Or, le gros marché, parce que même sans parler de marché, de commercialisation, de l'aspect business, c'est important, parce que si les marques rencontrent pas de marché, elles peuvent pas se développer du matériel. Le surf est le plus gros marché dans le sport de glisse, et tant que les surfeurs adhèrent pas à quelque chose, c'est pas uniquement le kite, etc., qui deviendra un gros marché. Donc même si le kite est un marché conséquent. Si le foil et le wing foil peuvent faire le lien avec le surf, ça sera un atout intéressant dans sa pratique. C'est-à-dire que on ira sans doute avec l'aile remonter un plan d'eau, surfer la houle, y compris une petite houle qu'on n'aurait pas surfé auparavant. Ça peut permettre de la pratique sur du downwind, on le voit dans le sud de la France. Donc ça va élargir la pratique, et donc ça va amener des pratiquants qui venaient ni du kite, ni du windsurf. Donc non, ça deviendra pas forcément un sport grand public, parce que c'est du foil et que c'est pas forcément simple, mais c'est un vrai beau jouet qui est amené à durer, je pense. Avant de terminer, moi j'avais une dernière question pour toi sur le wing, un peu plus business. Est-ce que toi tu penses que ça va rogner sur les autres marchés, comme sur les marchés du kite ou du windsurf ? Bien évidemment, le wing, c'est la nouveauté. C'est sans doute, là aussi, d'après les témoignages, la façon la plus facile de se mettre au foil. Et le foil, tout le monde a envie, enfin tout le monde, une grande partie des gens ont envie au moins d'essayer de se dire un jour, je pourrais foiler. Donc ils peuvent foiler et sur une pratique peu dangereuse, parce que en wing, on va pas faire de la vitesse. Donc oui, ça va aller croquer chez des kiteboarder d'abord, parce que la notion d'absence de risque va être un atout de la wing, le fait de pouvoir se mettre à l'eau à peu près n'importe où. Ouais, alors effectivement, par vent offshore ou dans des calanques, moi je ride beaucoup en Corse l'été, et là le wing, c'est clair que ça ouvre plein de possibilités par rapport au kite, en termes de spot notamment. Exactement. Bon, après le risque du vent offshore restera quand même un risque important pour tout le monde, parce que il faut bien penser que ces sports-là, et notamment le kite, a attiré beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément de culture maritime très pointue, notamment les risques d'un vent offshore, qui, je le rappelle, est quand même d'être entraîné au large et de pas pouvoir revenir. Mais c'est clair que c'est un outil plus souple, on va dire, que le kite. D'ailleurs, la principale souplesse, c'est qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour se mettre à l'eau, et pas besoin de quelqu'un d'autre pour revenir poser son aile. Donc oui, ça va revenir sur le kite. Je pense que c'est un danger pour le wind foil, donc le foil en windsurf, parce que l'atout du wind foil, c'était sans doute d'être un peu plus facile d'accessibilité que le kite. Le problème, c'est que il y a une grosse technicisation, ça se dit, oui, ça. Enfin, en tout cas, une technicité grandissante. Les planches sont énormes, ça demande beaucoup de matériel, et que le wing foil, en termes de mobilité, c'est vachement important, ce terme de mobilité ou de transportabilité du matériel, est un gros atout, parce que finalement on dévisse son foil, la planche est petite, on dégonfle son aile, et on peut prendre le train avec ou l'emmener en avion. Donc ce côté miniaturisation du matériel est vachement importante. Donc oui, il va y avoir un transfert de pratique, puisque tu évoquais ça. Après, attention à l'hypertechnicité, c'est-à-dire que si demain le sport donne l'impression qu'il faut 3 ailes différentes,
Le sport donne l'impression qu'il faut 3 planches différentes et le sport donne l'impression qu'il faut 4 profils différents avec des longueurs de fuselage, etc. Ce que fait souvent, c'est l'erreur récurrente des sports de glisse. On perdra des gens parce que l'hyper-technicité du matériel écarte une partie des pratiquants. Un grand merci Thierry, c'était super intéressant comme d'habitude. Je te remercie. Et puis je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Tendance Ride. Merci Mathieu, et puis salut tout le monde et à bientôt. Ciao.